Je m'assois vu mon grand âge. Alors d'abord, sachez-le, je n'ai pas préparé grand-chose, parce que je voulais qu'on essaie d'établir plutôt un dialogue entre nous que je réponde à vos questions. D'abord, quand je suis arrivé en voiture, je voulais saluer les Alsaciens. La première chose qui m'a un peu surpris, c'est quand je suis arrivé à Agnou, j'ai vu un panneau qui indiquait le nom d'un village, et j'ai trouvé que le panneau était très très long. Ça m'a un peu surpris, mais je trouve que ça a ce charme alsacien qui est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, après ce soir, je dois me rendre à Colmar, une ville que je connais bien pour y avoir un ami, et à chaque fois que je vais à Colmar, on a envie d'y vivre, quoi. Hein, c'est exceptionnel. Donc voilà, je voulais lancer un petit coup de chapeau à nos amis alsaciens. Patrick m'a présenté. Je suis donc ça marche? Non, ça marche pas. Bon, bah, sinon je vais parler fort. Ça marche là? Ça marche pas. C'est bon. Alors, brièvement, je me présente. Je suis un ancien commissaire de police. J'ai travaillé 40 ans dans l'institution policière. Je suis rentré comme inspecteur de police au tout début, vers la fin des années 70. J'ai fait une grande partie de ma carrière pendant 20 ans en police judiciaire, à Paris, au Quai des Orfèvres, à la brigade criminelle, à la brigade des stupéfiants, à l'antiterrorisme, etc. Et puis j'ai passé le concours de commissaire de police et j'ai terminé commissaire divisionnaire. Dans ma deuxième vie de policier, parce que moi j'estime que c'est une vie de policier, j'ai été également en police judiciaire au vol d'objets d'art. Ça m'a permis de visiter un peu le monde entier. Et puis par contre, beaucoup en sécurité publique dans des départements qu'on pourrait qualifier de très touristiques, comme la Seine-Saint-Denis, où j'ai été patron d'Aubervilliers, à Aulnay-sous-Bois, des endroits tout à fait charmants. Donc j'ai une connaissance de l'institution policière très large. C'est-à-dire que je connais le panel de toutes les missions de police. J'ai également été un petit peu en province, dans la SRPJ, etc. J'ai à peu près tout fait. Et je me suis dit, il y a quelque temps de ça, il faut que je relate mes 40 ans de police pour que les gens soient un petit peu au courant de la dégradation à la fois de la société, mais également de la sociologie policière. Et donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « La police ne peut plus rien pour vous ». Alors le titre est un petit peu provocateur, mais son but est de mettre en évidence, en examinant le temps long, sur 40 années, qu'est-ce qui a concouru à la situation que l'on connaît aujourd'hui, qui est un véritable désastre. Alors, si vous voulez, moi quand je suis rentré dans la police, c'était dans une démarche quasi romantique, dans une démarche un peu maigretiste, qui n'a rien à voir avec l'homme politique, mais plutôt le commissaire Maigret. Et à la fois, à l'époque, c'était vrai, c'était tout à fait possible, et pendant un très bon nombre d'années, j'ai vécu ma vie de policier comme ça. C'est-à-dire que la délinquance était extraordinairement marginale, elle était le fait de gens qui avaient en quelque part choisi d'être délinquants. Vous voyez, c'était, si on peut se montrer un peu grivois, champagne et gonzesse, quoi, c'était ça. Et donc, il y avait un monde assez étriqué de policiers, de bandits, je ne veux pas dire au grand cœur, mais de bandits qui avaient des règles. Ils cassaient le bourgeois. Vous voyez, par exemple, les cambrioleurs cambriolaient le bourgeois, les braqueurs, c'était des braqueurs de banque, des fois avec beaucoup d'élégance, etc. Et donc, on vivait un peu un monde clos entre nous, avec nos règles, avec nos façons de parler. Et le métier de policier, notre quotidien était l'extraordinaire des autres. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque je suis rentré dans la police, il n'y avait pas 400 000 crimes et délits par an, dont près de 100 000 chèques sans provision qui ne sont aujourd'hui plus du tout poursuivis. Aujourd'hui, on est à 10 millions de faits. Rien que pour vous donner un ordre d'idée, en 40 ans, voilà quelle a été la situation. On est donc passé d'une
d'une situation romantique ou romanesque à un désastre sociologique, à un désastre sociétal. Alors qu'est-ce qui a concouru à tout ça? Je l'explique dans mon livre, il faut le lire en filigrane, hein. L'évolution sociétale très forte qui a permis un glissement de la société où l'individu est devenu central. C'est-à-dire que la prise en compte de l'individu a été absolument déterminant. Il faut remonter à loin, peut-être même au tout début du XXe siècle. Si on repense à Sigmund Freud, je crois que c'est en 1909, il se rend pour la première fois aux États-Unis, et quand il est sur le bateau et qu'il approche de New York, son disciple, Jung, je crois, lui dit « Maître, c'est extraordinaire, vous allez porter la bonne parole aux Américains ». Et Sigmund Freud lui répond, lui dit « Non, ils ne se rendent pas compte, les pauvres, que je leur apporte la peste ». Alors, ça a l'air de rien, mais petit à petit, un courant surréaliste développé par André Breton, puis un courant existentialiste, Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, etc., a fait que on a considéré l'individu jusque dans ses pulsions. Ouais. Et on en a oublié la consubstantialité des gens, c'est-à-dire que ce fameux vivre ensemble qu'on n'arrête pas de nous asséner en permanence et qui, en fin de compte, ne reflète qu'un vivre ensemble, c'est accepter des règles normatives communes. Hein. Et petit à petit, on a vu, on a fait l'apologie des différences, l'apologie des atypismes, des tropismes, voire parfois des étrangetés. Et au bout d'un moment, ça nous a donné une société complètement implosée qui n'avait plus aucun repère. Ça s'est ressenti très vite. On a vu, au niveau comportemental, la délinquance glisser vers une espèce de sociopathie. C'est-à-dire que on ne considérait plus la vie en société, mais ce que le philosophe Lipovetsky appelle le procès de personnalisation. C'est-à-dire que les droits, les lois, les règlements, les us et coutumes, etc., allaient être interprétés à l'aune de son appréciation personnelle, voire de ses pulsions. Ça vous a donné la société que l'on connaît aujourd'hui. Si on met en parallèle à cette dérive sociétale, cette dérive comportementale inhérente à la société française, et la submersion immigrationniste que l'on a connue dans le même temps, ça vous donne la société totalement explosive que l'on connaît aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire brièvement, très brièvement, pour vous expliquer qu'il faut chercher la généalogie des choses pour comprendre la situation d'aujourd'hui. Tout vient, en fin de compte, de très très loin. Il y a eu d'abord cette philosophie disruptive, hein, comme on se plaît à le dire aujourd'hui, qui a voulu qu'en fin de compte, l'individu devait être reconnu dans ses propres pulsions, aussi étrange soit-elle, au détriment de l'organisation, de l'orchestration de la société. Au cœur de tout ça, les policiers, les gendarmes, la justice, etc., qui, elles, par définition, sont là pour rappeler les règles normatives. Et se retrouvent aujourd'hui complètement désarçonnées, puisqu'à chaque fois, elles se retrouvent confrontées à ce que je viens de vous expliquer. Et donc, la légitimité de leur action, aujourd'hui, est totalement remise en cause. Il suffit de le voir tous les jours, avec les policiers agressés dans les cités, les refus d'obtempérer qui se multiplient, etc., etc. Donc, si vous voulez, ce que je décris calmement dans mon livre, je relate le premier jour où je suis rentré dans la police jusqu'au dernier jour, c'est pour expliquer cette dérive totalement incontrôlable dont le politique a une part de responsabilité énorme. Il faut savoir que ce glissement a été accompagné, d'ailleurs il y a une porosité entre le monde politique de tous bords, hein, au cours de ces 40 dernières années, une très grande porosité entre le monde politique et le monde du spectacle, que j'appelle le monde des saltimbanques, qui a façonné la société à ce qu'ils souhaitaient eux, en oubliant les gens ordinaires. Le drame de la société française aujourd'hui, c'est que l'immense masse des gens ordinaires, qui représentent, à mon sens, la vraie noblesse, hein, celle des gens qui ne sont rien et qui pourtant représentent ce qu'il y a de meilleur, se trouvent dans un désarroi
inextricable. Parce qu'ils sont pris justement dans cet étau philosophico-culturel qui leur interdit de s'exprimer. Parce que si jamais vous dites que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette société qu'on vous impose, eh ben vous allez être stigmatisé, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous ressentez. Et puis, bah, voilà, qu'à un cas un, bah, il faut vivre avec ça. Des réformes ont ponctué cette dérive. Au niveau, par exemple, du droit pénal et de la procédure pénale, il faut savoir que depuis la nuit des temps, on avait une procédure inquisitoriale qui avait fait ses preuves. Et le politique, à un moment donné, si vous voulez, la justice a fait une énorme erreur dans les années 80. Elle a pensé s'intéresser au monde politique. Et elle s'est dit, il y a quand même quelques dérives dans le monde politique, dans le monde économique, dans le monde des affaires, il y a quand même des détournements d'argent, etc. Et elle s'est dit, on va s'y intéresser. Et je crois que là, elle a commis une énorme erreur. Parce que le politique s'est dit, il va m'arriver des bricoles. Un jour, je vais me retrouver en garde à vue, on va me demander de retirer mes lacets et mes chaussures. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Toutes tendances confondues, hein, de droite et de gauche. Il a modulé. Bon, sinon, je vais parler plus fort. Est-ce que vous m'entendez, là? Oui. Est-ce que pour l'instant, ça vous paraît cohérent, tout ce que je vous raconte? Bon. Si vous voulez, le politique, pour s'éviter des poursuites pénales, il s'est dit, il va falloir qu'au niveau législatif, je module le code de procédure pénale pour interdire l'application du code pénal. Le code pénal, c'est ce qui régit les crimes et les délits, qui codifie les crimes et délits et qui donne la peine qui doit être exécutée. Le code de procédure pénale, c'est la procédure policière, c'est la procédure judiciaire qui permet de mettre en évidence ces exactions. Et donc, il s'est dit très vicieusement, il faut que je module le code de procédure pénale pour rendre impossible ou très complexe l'application du code pénal. Eh bien, ça a été une débauche pendant 40 ans de réformes de fond sur le code de procédure pénale. Présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue, présence de l'avocat lors de la perquisition, mise en place d'un juge d'application des peines, mise en place d'un juge de la détention et de la liberté, etc. Si vous voulez, pour séquencer au maximum le contradictoire, pour créer le plus de vices de procédure possible, pour en fin de compte arriver à faire une procédure pénale labyrinthique, extrêmement compliquée, pour rendre impossible l'application de la loi. Le problème, c'est que le politique, pour se préserver, alors je ne voudrais pas citer quelques exemples récents, mais on voit bien que le politique, lorsque parfois il est mis un peu en cause, il a tendance à dire c'est la faute à la justice, etc. Je ne serai pas de ceux qui critiquent la justice dans son application, parce qu'on dit tout le temps que la justice est laxiste, mais la justice n'est, comme disait Montesquieu, le père de la démocratie, la justice n'est que la bouche de la loi. Et elle ne fait qu'appliquer des lois. C'est-à-dire un carcan de loi dans laquelle, alors elle va l'interpréter, mais un carcan de loi que le législateur lui a mis à disposition. Et donc petit à petit, eh ben, on s'est retrouvé dans une impossibilité de faire de la saine police, de la saine gendarmerie, de la saine justice, comme on le faisait auparavant dans un système contradictoire. Le seul problème, c'est que le politique ne s'est pas rendu compte que par ruissellement, par essaimage, toutes ces vices de procédure allaient bénéficier au monde délinquant, qui donc allait proliférer par essaimage, allait se retrouver absolument partout, puisqu'il avait aujourd'hui maintenant des garanties d'échappatoire multipliées à l'envi. Donc voilà la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On n'arrête pas de nous dire qu'il y a un ensauvagement, que la société, il faut revenir à l'autorité, etc. Le seul problème, c'est que depuis 40 ans, sciemment, on a tout fait pour briser cette autorité, on a tout fait pour briser la possibilité de vivre ensemble. On n'arrête pas de l'invoquer, alors qu'en réalité, on a tout fait pour le détruire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et aujourd'hui, eh bien, exercer le métier de policier, exercer le métier de gendarme, exercer le métier de juge devient absolument impossible. Il faut être très clair, ça devient extrêmement compliqué. Donc, voilà ce que... Est-ce que ça marche? Non. Voilà les grandes lignes
Voilà les grandes lignes que je voulais, en propos liminaire, vous délivrer, pour vous dire à quel point la société est devenue tellement complexe à souhait. On a souhaité la rendre complexe à souhait, parce qu'il y a un agenda politique qui est là. L'agenda politique, il est lié à la mondialisation, elle est liée à l'omniprésence des directives européennes, et en fin de compte, si l'on gratte un petit peu derrière tout ça, c'est qu'on cherche à ce qu'on ne soit plus ce que nous étions. Hein, l'agenda est très clair, on ne veut plus de ce système que l'on avait auparavant, qui avait fait notre force. Hein. La société française, à bien des égards, s'était montrée très en avance. J'en parlais tout à l'heure avec Maître Sanviti. On avait inventé quelque chose d'exceptionnel au monde qui s'appelait l'élégance. On avait une élégance intellectuelle, une élégance artistique, une élégance gastronomique à tous égards. Et aujourd'hui, on veut tuer tout ça. Au travers de l'évolution du code de procédure pénale, au travers de l'évolution du code pénal, on a voulu briser tout ça. Deuxième un autre élément également, qui vient également de loin, hein, il faudrait presque remonter à Saint-Fargeau au moment de la constituante, au moment de la Révolution. On a glissé petit à petit d'une justice de l'acte qui réprimait l'acte à une justice de l'auteur. Un fameux magistrat, Marc Ancel, avait écrit un traité, je crois que c'était le nouveau contrat social, qui faisait que la prison ne devait plus être expiatoire, ne devait plus être exemplaire, mais on devait prendre en permanence en compte le déroulé de l'individu, sa personnalité propre, etc. Le problème, c'est que ça crée des catastrophes monumentales. Parce qu'en termes d'exemplarité, il n'y a plus d'exemplarité. Si vous voulez, l'expiation de la faute, lorsqu'on parle d'administration pénitentiaire, c'est bien pour faire pénitence, tout ça a disparu. La seule chose que l'on estime importante, c'est la réinsertion par justement une prise en compte des problèmes, etc. Prenons le meilleur exemple, l'affaire Pierre Palmade, qui a vraiment défrayé la chronique, qui a remué au plus profond de nos cœurs quelque chose de vraiment terrible, condamné à 2 ans de prison. Il sort au bout de 4 mois parce que on va estimer que ses addictions font qu'il est malheureux, etc., alors que ce sont ses addictions qui l'ont amené à commettre cet acte. Donc en termes d'exemplarité, ça devient absolument catastrophique. Donc voilà un autre glissement, philosophiquement, qui a été sublimé par un homme qui va bientôt être panthéonisé, je veux parler de Badinter, qui, à cause d'une emphase oratoire, à cause d'une dramatisation, d'une dramaturgie dans l'éloquence, hein, souvenez-vous de son discours à l'Assemblée nationale pour abolir la peine de mort, n'est pas arrivé à l'abolition de la peine de mort, mais à la mort de la peine. La nuance est importante, c'est que derrière tout ça, par glissement, par ruissellement, petit à petit, la peine est devenue intolérable. On ne comprend plus d'envoyer les gens en prison, etc., etc. On va chercher des palliatifs comme le bracelet électronique, comme les travaux d'intérêt général, etc., etc. Donc, tout ça mis à bout fait que ça explique les 10 millions de faits que l'on connaît aujourd'hui, qui expliquent l'insécurité ambiante que tout le monde dénonce, mais dont personne ne veut tracer la généalogie, parce que ça serait mettre en évidence des responsabilités très nettes. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop bassiné avec ma façon de voir. Est-ce que vous avez des questions qui peut-être animeront le débat? Oui. Moi, ce n'est pas une question, c'est juste une précision que je voudrais apporter. Vous parlez des injustices et tout ce qui ne va pas avec la justice et tout. Pour moi, il y a un truc qui ne va pas dans ce pays et qui fait que les politiques ont tous les droits, ils ont des privilèges. Je veux parler de l'immunité parlementaire. Ça fait, c'est un truc qui ne devrait pas exister. Ça fait que le politique, il est intouchable. Il a tous les droits, finalement. C'est très compliqué de le faire condamner. Quand il a commis quelque chose, bon, il est intouchable, quoi. Et en plus, même s'il y a un Sarkozy ou une Marine ou quoi qui va en prison,
elle ne sera pas en prison comme n'importe quel Français. Ça sera quartier VIP. Ouais. Donc elle ne sera pas en prison comme n'importe qui. Vous voyez, ils ont des privilèges. Déjà, ils ne sont pas considérés comme n'importe quel citoyen, quoi. Alors, votre question amène un débat qui peut être d'ordre philosophique, hein, sur la démocratie. La démocratie, c'est la jonction de deux mots. Démos, c'est Kratos, le peuple et le gouvernement du peuple. On est rentré dans ce qu'on appelle une démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est qu'à un moment donné, le peuple choisit de déléguer ses pouvoirs, de déléguer son droit d'exécution à des délégués. Hein. Et donc, c'est ça, la démocratie parlementaire. Le problème, c'est que notre démocratie parlementaire aujourd'hui est très malade, puisque, oui, est-ce que vraiment ils sont représentatifs de ce qu'on attend ? Est-ce que, en fin de compte, ils ne vivent pas dans un monde un peu clos avec tous ces privilèges que j'ai énoncés tout à l'heure, hein, je vous ai dit, quand on a commencé à vouloir s'intéresser à la politique, il s'est défendu. Le politique s'est défendu. Hein, il vit dans un cercle fermé. Donc, c'est une réflexion, si vous voulez, politiquement, je ne crois pas à l'homme providentiel. Je n'y crois pas du tout. Je ne suis à aucun parti parce qu'il y a une dynamique de parti qui se met en place. Il y a une politique de parti à laquelle vous devez obligatoirement vous assujettir. C'est compliqué. À la différence, je crois à un peuple providentiel. Vous voyez, je ne suis pas proudhonien, mais je crois au communalisme. Je crois que le lieu fait lien. Si vous reprenez toute l'histoire on va faire un peu d'anthropologie, si vous reprenez toute l'histoire, l'homme a mis fin à son errance lorsqu'il est rentré dans une caverne. Et lorsqu'il est rentré dans une caverne, quelle a été sa première chose? Il a créé un clan, il a créé une tribu, avec des règles auxquelles il fallait se plier, etc. Petit à petit, par ruissellement, on est passé de la tribu à la nation. Et la nation, c'est une coexistence de gens qui ont sciemment considéré qu'ils voulaient vivre ensemble avec des règles communes qu'il faut ramener aux règles qu'il y avait dès le début dans la tribu. Et petit à petit, une multitude de lieux, la construction française, c'est ça. C'est une multitude de petits lieux, 36 000 communes, 36 000 richesses, mais auxquelles on a forcé un creuset national pour nous permettre de vivre ensemble. Ce creuset, il est hexagonal. Moi, je ne sais pas si vous avez vu, tout à l'heure j'ai eu une réflexion, on m'a dit, vous venez de loin parce que je suis matriculé en 66 dans les Pyrénées-Orientales. C'est parce que j'ai une petite maison à Bagnoul-sur-Mer, à 6 km de l'Espagne. Je vais donc souvent en Espagne. Je m'excuse, mais ils n'ont pas le même humour que nous. Ils ne mangent pas comme nous, ils ne parlent pas comme nous, ils ne rigolent pas des mêmes choses que nous. Vous voyez ? Et pourtant, c'est pas très loin. Donc, cette identité nationale qui s'est créée au fil des siècles, avec, d'une manière disciplinée, hein, je ne veux pas dire disciplinaire, mais disciplinée, avait donné cette chose très particulière qu'était la nation française. Et je dis, c'est un amalgame de lieux qui ont fait lien, qui au bout d'un moment se sont élargis pour faire un lien unique qui s'appelle une nation. Et qu'aujourd'hui, nos politiques ont délibérément choisi de détruire. Soyons clairs, ils ont délibérément choisi de le détruire pour s'inscrire dans une mondialisation et préserver une espèce de monarchie technocratique. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Notre président de la République actuelle, et c'est l'exemple même de cette monarchie saint-simonienne, hein, c'est-à-dire c'est l'élite qui doit gouverner. Vous savez, il y a eu un protocole de Lisbonne dans les années 90, où vous avez dit 10% d'élite pour commander 90% du peuple. Alors si en plus le peuple, vous l'abêtissez, vous lui délivrez une doxa intellectuelle où ils prennent, où en fin de compte, ils finissent même par ne plus oser dire ce qu'il était, hein, on va le traiter de beauf, etc. Et bien là, vous avez tout gagné. C'est exactement ce qui se passe. Et donc, ce que je crois, vous voyez, par exemple, moi j'étais en retraite quand il y a eu l'événement des Gilets jaunes. Mais
pour moi, les Gilets jaunes, ça a été vraiment la révélation de ce à quoi je crois. C'est-à-dire que pour une fois, un peuple se soulevait en disant il y en a marre, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont été battus, éborgnés, renvoyés dans leur sous-préfecture en leur disant retournez là-bas et foutez-nous la paix. Et là où je suis pas, là où j'ai mal, c'est d'avoir vu ma police, quoi, participer à tout ça, parce que justement, je le décris dans mon livre, on est passé d'une démocratie, d'une hiérarchie de compétences que j'ai connue à une hiérarchie d'obéissance. Et ça, c'est catastrophique. Moi, si j'avais été là au moment des Gilets jaunes, j'aurais dit à mes gars, vous posez votre casque par terre, c'est un problème politique, c'est aux politiques de nous résoudre. Donc, je peux vous dire que j'ai eu vraiment très mal. Ça m'a vraiment fait très mal. Donc, vous voyez que votre question, ça amène un débat beaucoup plus large. Il faudra qu'à un moment donné, le peuple reprenne le pas sur ses dirigeants, parce que effectivement, ils ne nous représentent plus. Sachez-le, hein, l'agenda politique de nos politiques aujourd'hui, c'est entrer à fond dans la mondialisation. C'est uniquement ça. Et ben moi, j'ai pas envie de mourir. Oui. Je vous ai entendu dire à un moment donné, attendez, je retrouve la phrase, on a voulu briser quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le haut. Et j'aimerais qu'on discute un peu du rôle de la franc-maçonnerie aussi. Ah. Alors, je ne le suis pas. Hein, je vous rassure tout de suite. Alors, par contre, il est vrai que la franc-maçonnerie dans la police est très représentée. Hein, sachez-le. Alors, surtout à la préfecture de police à Paris, presque 80% des commissaires de police, en l'occurrence, sont francs-maçons. Alors, c'est pareil. Moi, j'aime bien toujours chercher la généalogie. La franc-maçonnerie, à l'époque, au moment de la convention d'Andersen, je crois que ça va remonter à 1776, je crois, ou 66, hein, avant le Great Fire anglais, c'était dans une démarche d'apaisement. On était en pleine guerre de religion entre catholiques et protestants, et à l'initiative des protestants, ils ont dit bon, ça serait bien qu'on se réunisse, qu'on essaye de s'entendre entre nous pour avoir une forme d'apaisement. Donc un peu de secret, sinon on sera poursuivi. Ça a donné la franc-maçonnerie avec ses obédiences multiples, etc. Ce qu'il y a toujours de très étonnant, c'est qu'ils veulent le bien du monde, mais si vous regardez bien, à part une loge qui est mixte, toutes les autres sont uniquement masculines. Mais au tout début, il y avait le grand architecte, hein, il y avait toujours cette référence déiste, hein, qu'on voit avec l'œil dans le triangle, hein, qui petit à petit, c'est devenu des êtres agnostiques. Hein, ça vient de la gnose. Hein, la gnose, dès le IIe siècle après Jésus-Christ, des gens commençaient à mettre en doute la parole. Ils se référaient de Jésus-Christ, mais ils mettaient quand même en doute sa parole. Et donc, ça a perduré dans le temps. Alors aujourd'hui, il y a cette franc-maçonnerie, mais pas que. Il y a des groupes d'intérêts économiques qui dépassent nos frontières, qui sont beaucoup plus puissants que nous. Beaucoup plus puissants. Le monde économique a pris le pas. Vous savez, j'adore toujours revenir à la généalogie. Toute l'histoire de l'humanité, la civilisation s'est faite autour d'un axe paritaire immuable entre le développement de l'outil domestique et le développement de l'éthéré, de l'existentiel. Si on regardait toute l'histoire de l'humanité, hein, on invente la roue, mais on se pose des questions sur Dieu. On retrouve les Égyptiens, les Incas, etc. Toute l'histoire du monde est comme ça. Et plus ça va, plus on monte dans les bienfaits pratiques, domestiques, mais on continue toujours à nous élever intellectuellement au niveau existentiel. On se pose toujours de grandes questions. La prolifération de l'outil a d'ailleurs nous a permis de nous libérer des contraintes physiques et donc d'avoir encore plus la possibilité de réfléchir, etc. Depuis peu, l'équilibre, la parité évolutionniste est rompue. C'est-à-dire que les questions existentielles n'intéressent plus personne ne se pose de questions sur l'existence de Dieu ou pas, et par contre, le bien matériel, oui, il n'y a plus que ça
C'est ce qui nous commande. Donc, si vous voulez, cette parité évolutionniste disparaît. On le voit bien. Hein, la France, qui était la fille aînée de l'Église, est aujourd'hui l'un des endroits du monde où il y a le plus d'athées. Ce qui devrait nous interpeller plutôt qu'autre chose, puisque l'athéisme n'est pas la résolution de questions déistes, mais simplement l'incapacité d'y réfléchir. La nuance est d'importance. Et donc, eh bien, c'est la marchandisation du monde qui a pris le pas sur l'évolution paritaire qu'il y avait jusqu'à présent. C'est bien pour ça que au fin fond de nos campagnes, j'aime bien parler des campagnes parce que la ville, c'est pas... Il y a des gens qui se posent encore des questions existentielles, vous voyez. Mais le monde de la marchandisation, la mondialisation du marchandising nous broie petit à petit. Et je crois que l'un des grands enjeux, je ne suis pas si pessimiste que ça, vous voyez. J'aime bien toujours citer des philosophes. Il y a un philosophe du XVIIIe siècle qui s'appelait Joseph de Maistre, qui, d'ailleurs, au niveau de la justice, avait une parole absolument terrible. Le glaive de la justice n'a pas de fourreau. Toujours, il doit menacer et punir. Vous voyez qu'on a quand même grandement évolué. Et Joseph de Maistre, à la différence des philosophes marxistes qui pensent que la civilisation va d'un point A pour arriver à un point B, il disait que l'évolution de la société se fait par époque, voire par période, et que parfois ces époques sont déclinantes alors qu'on voit encore la lumière briller, un peu comme une étoile qui est morte depuis longtemps, mais dont on ne reçoit que maintenant la lumière. Je crois qu'on vit une époque similaire. C'est-à-dire que si on redécouvre le sens de l'intelligence, de la rhétorique, peut-être qu'à un moment donné, on se dira, ça basculera. Et que la doxa qui dominait ces 40 dernières années, très disruptive, disparaîtra pour que revienne enfin le bon sens. Et le bon sens, il se fera en partant des nations, en partant de la nation. Qui plus est, la nôtre. Pourquoi? Parce que la nôtre, elle est belle. Elle est belle. Et en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle était élégante. On peut quand même avoir quelques fiertés. La nation française a quand même illuminé le monde pendant très longtemps. Je crois que c'est la première fois qu'on voit une génération qui crache à ce point sur ses précédents. C'est que lorsqu'on naît, on reçoit 1000 fois plus en héritage que ce qu'on laissera au cours de notre propre vie. Rien que ça devrait nous faire réfléchir. Et ce qui me désespère, c'est de voir que le lavage de cerveau qu'on a fait sur notre jeune génération est absolument terrible. Parce que par espèce de réflexe, par réflexe intellectuel, alors c'est la beaufrie, on était tous des cons, etc. Non. Essayons, moi je me tourne toujours vers la généalogie, vers le passé, etc. Je ne suis pas nostalgique, hein, mais comme disait Platon, apprendre, c'est se ressouvenir de ce qu'on a oublié. Tâchons de mettre ça en application et vous verrez qu'on y gagnera beaucoup. Oui? Alors, j'ai une remarque et une question. Tu disais tout à l'heure que la justice n'était pas laxiste et qu'elle ne faisait qu'appliquer la loi. Il y a une part de vérité dedans, mais si la justice était moins politisée, peut-être qu'on aurait une vraie justice aujourd'hui. Parce que quand on parle aux victimes, ils estiment être floués et ne pas avoir eu une décision qui était à la hauteur du préjudice qu'ils avaient subi. Ça, c'est la réalité vraie. Et si nos politiques étaient ancrées dans la réalité, peut-être qu'ils le comprendraient. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a des politiques et des représentants qui ne sont plus légitimes à nos yeux parce qu'ils ne vivent pas notre vie. Ce que je voudrais, ma question maintenant, c'est toi qui es ancien policier et qui côtoie encore ce monde-là, qu'est-ce que nos forces de l'ordre attendent d'un projet pour redresser la France qui ne sera pas fait par les politiques actuelles parce qu'on a bien compris qu'ils étaient tous dans le même camp et qu'ils ne voulaient pas être dans le nôtre. Qu'est-ce qu'attendent les forces de l'ordre pour faire en sorte que la France avance et retrouve un petit peu sa dignité
et un vrai projet d'espérance en fait. Alors, je reviens quand même sur... vous avez tout à fait raison, hein, mais la justice n'est pas un pouvoir. La justice est une autorité. Hein, Montesquieu, dans la répartition des tâches, hein, il n'y voyait pas d'allusion maçonnique, parce qu'il y en a encore 3 là, puisque c'est le chiffre fétiche des francs-maçons, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire. Alors, normalement, pour qu'elle soit vraiment efficace, il faudrait qu'elle soit totalement indépendante. Totalement indépendante. Seulement, elle est tenue par le carcan législatif. Et le carcan législatif, il est là. Lorsque, par exemple, la loi prescrit de privilégier des mesures éducatives plutôt que des mesures expiatoires, la justice, elle est obligée de s'y tenir. Donc, il suffira, prenez par exemple ce qu'on appelle la peine plancher. Nos constituants, en 1790, avaient mis déjà une peine plancher. Ils se méfiaient déjà de la justice un peu. Hein, donc ils avaient mis en place des peines maximum et des peines minimum. Imposer aux magistrats que pour tout acte, il y a une peine minimum qui soit appliquée, il sera obligé, parce qu'il ne pourra pas s'affranchir de cette loi. En ce qui concerne les forces de l'ordre, si vous le permettez, je vais vous dire quelque part mon désespoir. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est passé d'une hiérarchie de compétences à une hiérarchie d'obéissance par ruissellement. La sociologie policière également a beaucoup changé. Beaucoup changé. Et j'aimerais que, quelque part, elle retrouve son âme. On devrait quand même s'interroger sur le fait de la prolifération des polices municipales, qui il y a 20 ans n'existaient pas. On les voit maintenant partout. Ça montre bien qu'il y a un désengagement de l'État dans ses missions régaliennes de sécurité. Et qu'à l'inverse, elle veut se préserver une police nationale, comment je pourrais dire, pour la préserver des aléas du peuple. On l'a vu dans les Gilets jaunes. On voit bien la prolifération des unités d'ordre, de maintien de l'ordre. On voit bien la prolifération des uniformes d'apparence très péremptoire. On le voit bien. Mais la police au quotidien, c'est-à-dire lorsque vous faites voler votre voiture, lorsque vous faites cambrioler, j'ai presque envie de vous dire que le gouvernement, le politique aujourd'hui, quelque part, il s'en moque un peu. Donc, à un moment donné, moi, je suis en train d'écrire un nouveau livre où, justement, j'attaque ma hiérarchie en leur disant « apprenez à dire non », quoi. Que les commissaires de police aillent chez le ministre en disant « non, 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 pas question. On est là pour servir le peuple et non pas le gouvernement. » La nuance est d'importance. Maintenant, depuis la nuit des temps, ça a toujours été la tendance des politiques. Alors, vous dire que la police attend beaucoup... Je vais vous citer un exemple tout bête. Quand j'étais à Aulnay-sous-Bois, un jour, j'avais été faire des constatations sur un braquage, puis je voyais un peintre qui était en train un peintre en bâtiment, qui repeignait des murs qui avaient été tagués. Et puis, comme ça, je discute avec lui, je lui dis, vous devez en avoir marre de tout le temps repeindre des tags, parce que les tags, c'est affreux. Ben, il a dit, vous rigolez. J'ai créé ma boîte rien que pour ça. J'ai embauché 5 personnes pour ça. Il dit, plus il y a de tags, plus je gagne de pognon. Le parallèle que je vais faire avec les forces de police, c'est que à l'invocation de la difficulté du travail, à l'invocation du fait que ça devient de plus en plus difficile, une représentation syndicale omniprésente. 80% des policiers sont syndiqués, sont dans une surenchère permanente d'avantages. Un exemple très simple, il y a encore très peu de temps, les policiers travaillaient en vacation de 4 jours de travail, 2 jours de repos, 4-2 exactement. Donc il y avait effectivement, ça revenait souvent le samedi, le dimanche, etc., un système de 4-2. Donc ils ont dit c'est difficile. Donc on a mis en place un système de vacation, ce qu'on appelle binaire, c'est-à-dire que vous travaillez le lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche, de 6h du matin à 18h, et de 18h à 6h du matin, la première semaine, et la deuxième semaine, vous ne travaillez que le mercredi, jeudi. Si vous comptez bien, ça fait 130 jours de travail par an. Donc, à force d'invoquer
la difficulté du terrain, ce que je vais dire est terrible, hein, on finit par s'en désengager. Et là aussi, il va falloir qu'à un moment donné, on dise aux policiers, la tâche est rude, mais il va falloir y aller, quoi. Il va falloir y aller. Il y a mon collègue gendarme pourrait vous dire la même chose. Il y a énormément de défections dans les rangs de la gendarmerie et de la police tous les ans. Alors qu'avant, on rentrait pour 30 ou 40 ans. Vous savez, on a fini... moi, je suis d'une génération où on modulait sa façon de vivre sur les impératifs de la mission. Moi, je travaillais le samedi, le dimanche, 12 à 14 heures par jour, etc. J'avais 3 enfants, j'ai dit à ma femme, il faut que tu arrêtes de travailler. On n'aura pas de possibilité d'avoir une vie équilibrée, normale. Bah, du coup, j'ai toujours eu des voitures de casse. Voilà, c'est comme ça. On se pliait à la difficulté de la mission. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On va moduler la mission par rapport à ses impératifs personnels. Et ça, on le retrouve dans toute la société. C'est aujourd'hui ça. Il va falloir aussi peut-être apprendre l'esprit des moines soldats, quoi. Hein, qu'à un moment donné, ben, il va falloir donner un coup de collier. Il va falloir donner un sacré coup de collier. Donc, vous voyez, je suis pas... je suis lucide. Hein, je ne veux pas être critique. Je suis simplement lucide et je dis qu'à un moment donné, il va falloir que les forces de l'ordre... parce que la situation est tellement difficile qu'à un moment, police, gendarmerie, armée, il va falloir qu'on soit animé par une âme profonde. Peut-être sur un court temps, qui peut aller de quelques mois à quelques années, mais un effort sera nécessaire. Oui. Moi, je voudrais vous poser une question. Moi, je suis gilet jaune. Les gilets jaunes, c'est pas un peu... Vous les avez retirés, par contre, les jaunes. Vous les avez plus, les gilets jaunes. On les a oubliés. On voulait pas les mettre. On voulait pas les mettre. Donc, on est gilets jaunes depuis le début. Nous avons subi la violence policière. Malgré notre âge, on nous a tabassés, insultés. On est toujours là. Hein. On est toujours là. Moi, je me pose la question. Quelle différence il y a entre force de l'ordre et gardien de la paix? Ben, c'est les mêmes. La terminologie gardien de la paix, c'est un grade. Hein. Là aussi, hein, le glissement sociologique. On parlait de gardien de la paix auparavant. Aujourd'hui, on vous parle de fonctionnaire de police. Ça m'exaspère. Il n'y a pas plus beau, terme que gardien de la paix. Hein, c'était extraordinaire. Alors, le problème, c'est qu'il y a des unités constituées, hein, qui sont les compagnies républicaines de sécurité ou les gardes mobiles, dont l'unique mission est le maintien de l'ordre. Voilà. Alors maintenant, le maintien de l'ordre, c'est tout un art. Hein, j'en ai fait beaucoup, surtout à Paris. En fin de compte, les chefs qui dirigent un service d'ordre, ils peuvent lui donner l'amplitude qu'ils veulent. S'ils veulent que ça dégénère, ça dégénérera. S'ils veulent que ça dégénère pas, ils le feront. Il faut savoir qu'à Paris, vous avez des caméras vidéo qui peuvent voir la couleur de vos yeux. Hein. Et donc, il y a une immense salle de commandement dans les sous-sols de la préfecture de police, qui a été construite par les Allemands d'ailleurs, et où il y a des écrans partout, et on voit absolument tout. Et vous avez le préfet de police qui est là, et qui, en fin de compte, vous savez que, j'espère que je ne suis pas trop long, le rôle du préfet de police est éminent en France. Hein. C'est bien pour ça que d'ailleurs De Gaulle s'en méfiait. Il avait une importance extrême. Vous savez pourquoi le baron Haussmann a refait Paris? C'était pas pour l'embellir. C'était simplement pour avoir de larges avenues pour que l'armée puisse circuler et éviter les barricades. Les parcs qu'il y a autour de Paris, comme le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, étaient des endroits où on pouvait faire caserner la troupe en cas de mouvement populaire. Donc Paris a toujours été un endroit où il faut savoir qu'à Paris, il y a environ 3 à 4 000 manifestations par an. Des petites, des grandes, etc. Mais donc on était passé maître dans l'art du maintien de l'ordre à Paris. Vous savez que le monde entier venait s'inspirer des méthodes de travail parisiennes. Mais pour vous dire que le préfet, qui est l'émanation du politique, il peut faire ce qu'il veut d'une manifestation. Nous, on l'a vraiment vécu, donc même au niveau du préfet, parce que c'était simplement qu'on arrivait, il fallait nous nasser. Ouais. On n'avait même pas le temps de respirer, il fallait nous nasser.
Ah, le phénomène des NAS, c'est terrible. Hein. Donc, je me disais toujours, c'est pas possible, mais ils ont l'ordre. Ah oui. Alors, et c'est vrai que les gens, à la force, disaient oui, les gilets jaunes, non, nous y allions. Ouais. C'était vraiment, on va dire, une manifestation sociale. On n'a pas compris. Oui, tout à fait. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais sachez-le, hein, en matière de maintien de l'ordre, tout est fait sur ordre. Quand j'étais à Paris que je faisais le maintien de l'ordre, on me disait où je devais garer ma voiture, mais au centimètre près. Et je ne bougeais que sur ordre. Et les forces de l'ordre qui étaient mises à ma disposition n'agissaient que sur ordre. Si vous vous déplacez d'1 mètre, c'était que sur ordre. Donc, si vous voulez, à chaque fois, c'est une stratégie qui est mise en place. Les gilets jaunes, à un moment donné, quand même, le président de la République a eu peur. Hein. Vous savez qu'il avait prévu de mettre un hélicoptère dans les jardins de l'Élysée pour s'enfuir. Ça n'aurait pas eu le même panache que De Gaulle quand il est parti en Allemagne. Mais bon, donc ils ont eu très peur. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas s'empêcher de penser que, par exemple, l'arrivée des Black Blocs, c'était une opportunité extraordinaire. Ça a permis de légitimer tout ça. Voilà. Ne soyez pas dupes. Hein. Y a une manipulation de partout. On est manipulé. Hein. Ça, nous le savons, hein. Que trop même. Hein. Mais on est toujours là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est peut-être bon, hein. J'ai peut-être dépassé. Ah non. Très bien. D'autres questions, éventuellement? Non? Ah, une dernière? Ouais, toute petite, en fait. Là, vous venez de parler de la France. J'imagine que dans nos pays voisins, il se passe à peu près la même chose, adapté. Alors, pas avec la même acuité, quand même. Pas avec la même acuité. Vous voyez, ils n'ont pas ces phénomènes d'agression des forces de l'ordre dans les cités. Ils n'ont pas encore ces cités perdues comme... Alors, il y a des endroits comme en Belgique, où là, on peut dire que la Belgique, elle est perdue, hein, mais en Allemagne, en Espagne, en Italie, d'abord, ils n'ont pas les mêmes problèmes immigrationnistes comme nous, et puis ils n'ont pas ces phénomènes de territoires perdus de la République, là, comme on dit, hein, qui sont, en fin de compte, c'est pas du tout des territoires perdus de la République, c'est des territoires perdus de la France, hein, il faut bien se mettre ça en tête. Ils ne connaissent pas ça. Et nous, ça va nous exploser à la figure, parce que pendant longtemps, on nous a laissé croire que c'est nous qui créions une ghettoisation, pas du tout. Hein. C'est une ghettoisation qui est voulue, orchestrée. Le Français de souche doit partir. Il n'est pas question qu'il reste. On l'exclut de là. Et là, ça va être l'enjeu. Je pense que Maître Sanviti vous en parlera tout à l'heure. C'est pour ça que je n'ai pas voulu empiéter. J'ai été longtemps à la brigade des stupéfiants, mais le deuxième grand défi, c'est le narcotrafic, qui aujourd'hui qui est lié également à ces phénomènes de bande, ces phénomènes de ghettoisation, etc. Et là, notre arsenal policier et notre arsenal juridique n'est pas du tout à la hauteur. Tout ça pour vous dire que nos voisins ne rencontrent pas c'est différent, parce que vous voyez, j'étais en Suède il y a quelque temps, un pays idyllique, hein, on aurait pu penser qu'il était idyllique. Ils sont submergés par les phénomènes de gangs, submergés, des gangs d'origine étrangère, hein, liés à l'immigration. C'est que c'était un pays, la Suède depuis Adalén 31, qui était vraiment montré en exemple au niveau social, et donc ils ont attiré avec beaucoup de bienveillance, hein, un nombre infini d'Irakiens, de Libyens, etc., qui ont créé des véritables mafias. Et aujourd'hui, ils ne savent plus comment s'en sortir. Donc à chaque fois, d'abord ce qui montre bien que chaque pays a ses particularismes quand même. Regardez en Italie, ils n'ont pas le même passé colonial que nous. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Il y a beaucoup d'immigration, mais de transit. Ils ne font que passer pour venir chez nous. Oui. La dernière. Ça se passe en Angleterre par rapport à la situation en France. Pardon ? En Angleterre. Alors, en Angleterre, ils ont aussi des problèmes, mais d'un autre côté, c'est un peu leur faute. Les Anglais, c'est des anglo-saxons par définition. Ils sont très, très communautaristes, chose que nous, on n'était pas. Nous, on était pour une cohésion nationale et une assimilation quasi forcée.
eux, cette coexistence de communautés, ils l'ont toujours accepté avec un mépris de classe très, très marqué. Et aujourd'hui, ça leur revient un petit peu en boomerang. Si vous voulez, quelque part, on s'aperçoit que les deux visions sont en train de montrer leurs limites. La vision assimilationniste disciplinée que l'on avait, et cette vision très communautariste, libertaire que les anglo-saxons avaient, montrent, pareil, les mêmes difficultés. Parce que, soyons clairs, hein, c'est pas 4 heures d'avion qui vous font rattraper 2 millions d'histoires. Et les confrontations sont inévitables. Mais la marchandisation du monde, la mondialisation veut nous faire croire qu'on est tous égaux. Parce qu'on est tous des consommateurs potentiels. Regardez les publicités aujourd'hui. On est envahi de publicités qui nous montrent à chaque fois des couples mixtes. Alors ça ne représente absolument pas statistiquement la réalité, mais d'une manière subliminale, c'est nous apprendre qu'on est tous égaux, tous pareils, qu'il n'y a pas de différence du moment que l'on consomme. Voilà. Vraiment la dernière. Oui, une petite réflexion et puis une question. Vous disiez que vous n'étiez pas pessimiste. Ça me permet de faire le lien avec ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie au début des années 2000, en prenant conscience que tout ce qui était permis par l'État n'allait pas pouvoir être indéfini. Et il fallait laisser passer une génération pour que les gens finalement prennent conscience qu'on ne pouvait pas compter seulement sur l'État et qu'il faudrait un jour se mettre au travail. C'est ce qui s'est passé aussi en URSS avec l'économie qui a redémarré. Et la deuxième chose, c'est concernant les Gilets jaunes. 1912, manif contre les viticulteurs, manifestation des viticulteurs dans le sud-ouest. L'armée a été appelée à charger la foule, mais dans ce qu'on aurait appelé les appelés du contingent, il y avait des viticulteurs. Ils ont baissé leurs armes pour ne pas tirer sur des frères viticulteurs. Personne n'est à l'abri que dans les forces de police, la même chose ait pu se produire aussi face à des gilets jaunes, où ceux qui recevaient ordre de charger les gilets jaunes fassent la même chose. Alors, j'entends bien, mais moi aussi, c'est ce que je vous dis, je le souhaiterais. Mais par contre, vous voyez, l'exemple de la révolte des viticulteurs n'est pas le bon exemple. Je vais vous dire pourquoi. Alors c'est vrai que le 17e régiment d'infanterie s'est révolté. Il y a même une chanson, salut à vous, fiers soldats du 17e. Seulement, ils ont été envoyés en Crimée et il n'y en a pas un qui est revenu. Deuxième chose, comment s'est terminée la crise des viticulteurs? Clémenceau, qui était ministre de l'Intérieur et président du Conseil en même temps, il cumulait les deux fonctions. Oui, tout à fait. Et il avait fait venir dans son bureau le délégué des viticulteurs pour discuter avec lui. Et il lui a payé son billet de train pour le retour. Et dans la presse, le lendemain, il a fait connaître à la presse, et toute la presse a dit, vous vous rendez compte, ce viticulteur qui représentait la colère, Clémenceau lui a même donné de l'argent pour repartir prendre son train. Et ce délégué des viticulteurs s'est suicidé peu de temps après d'ailleurs. Donc vous voyez que déjà Clémenceau, que pourtant j'admire, puisque Clémenceau avait cette phrase célèbre, le devoir d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix, que les autres ne le soient pas. C'est joli, mais c'était quand même un très grand manipulateur. Avec les femmes, c'était l'exemple même, hein. Le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier, disait-il. Et c'est un grand séducteur, et ça ne l'a pas empêché de répudier sa femme, qui est morte dans la misère aux États-Unis. Pour vous dire que même chez des grands hommes comme ça, il y a un sens de la manipulation qui est quand même très fort. Mais par contre, oui, je crois que la sauvegarde viendra d'un peuple providentiel, oui. Et notre but, peut-être que IDNF, c'est embryonnaire, mais c'est ce qu'il cherche à faire. C'est dire en sorte que c'est les gens simples
qu'ils doivent reprendre en main leur destin, parce que la représentation parlementaire aujourd'hui, quelle qu'elle soit, nous pose des questions. On est en droit de s'interroger. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. On s'est beaucoup éloigné de la police, hein, mais bon.